Salut, c'est Maude avec un E, pour Céramique avec un K, le podcast qui dresse le portrait de la création céramique actuelle. Non, la céramique ne se résume pas à la poterie. Elle ne se résume pas non plus à Demi Moore et Patrick Swayze, batifolant sur un tour de potier. Non, la céramique ce n'est pas ringard. Au contraire, c'est une discipline vaste et éclectique, regroupant des créatrices et créateurs, des artistes aux horizons et pratiques variées. Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarche et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchons le tigre. Pour ce nouvel épisode de printemps, pas du tout enregistré au printemps, j'ai pu papoter avec une potière trop marrante, Raphaëlle Daguier. Raphaëlle, vous l'avez peut-être déjà entendu dans un épisode précédent de Je peux pas, j'ai poterie, où elle nous a régalé avec des anecdotes à base de cendres de défunts et de vaisselle émaillée. Raphaëlle est une littéraire qui a bifurqué vers la céramique après des réminiscences d'argile et d'odeur de lavande. Son parcours de jeune céramiste a parfois été semé d'embûches. Coucou le Covid. Mais de manière constante, elle garde les mains et les pieds sur terre. On retrouve dans ses pots et sa vaisselle beaucoup de souvenirs d'enfance, de sensations brutes et tout un tas de paysages et d'émotions. Raphaëlle a aussi plein de super pouvoirs. Elle a une ouïe très développée, suffisamment pour entendre les conversations d'enfants dans la cour d'école à côté de son atelier. Et elle a aussi le super pouvoir de tourner 300 Danzoyas en une journée. Franchement, respect. Donc dans cet épisode, on a parlé de Romain Gary, de Gyrosens, de vieux potiers, de la problématique du cobalt et de celle des invasions de mouches en été. Mais ça, je l'ai coupé au montage. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. Pour débuter le podcast, il y a toujours une question qui revient. Je demande aux céramistes quel est leur premier souvenir lié à l'argile. Alors, moi, c'est assez, je m'en rappelle très bien parce que je devais avoir, je sais pas, 7 ou 8 ans peut-être. Ma grand-mère habitait dans la Drôme à Pont-de-Barret, qui est maintenant en plus un village qui est connu parce qu'il y a des ateliers de potiers, etc. Mais en fait, à l'époque, il y avait une potière. Alors, je sais pas ce que c'était son nom de famille, mais elle s'appelait Marie-Jo. Et j'avais fait un stage chez Marie-Jo, qui habitait à côté de chez ma grand-mère. Et elle tournait, je me rappelle, elle tournait des petites bouteilles à parfum ou à lavande, on met la lavande dedans, et c'est en grès là, et c'était trop chouette. J'adorais ce truc et ça sentait la lavande dans son atelier. Et voilà, je me rappelle très bien de ça. Voilà. Et ça, c'était le premier contact. Et après, pendant toute mon adolescence, j'ai surtout fait du modelage. J'ai acheté des pains de terre que je planquais sous mon lit et je sortais les pains de terre et je faisais des visages, enfin beaucoup des faces en fait, des faces, des visages, etc. L'anatomie, ça m'intéressait. Voilà. Ok. Donc, ça veut dire que tu sculptes encore aujourd'hui? Quand j'ai le temps, je sculpte et j'aimerais beaucoup faire, en fait, j'aimerais me permettre, enfin, un de ces jours, de revenir aussi à la sculpture et au modelage sur des sculptures anatomiques et animalières, mais réalistes, enfin, réaliste avec interprétation si on veut, mais voilà, j'aimais bien ça. C'est ce qui c'est ce que j'ai gardé pendant des années avant de revenir au tour adulte, quoi. Mais Mhm. adolescente, c'était ça que je voulais faire. D'accord. Donc tu as toujours une pratique amateur en modelage en volume? Ouais, enfin, pas toujours. Après, quand j'ai été étudiante, etc., j'ai fait des études en lettres, donc vraiment rien à voir. Là, j'ai un peu, en fait, je m'étais dit que j'allais faire quelque chose avec ça. Et puis finalement, c'est des trucs que j'avais pas forcément envisagé comme étant possibles. Et puis j'avais d'autres idées, etc. Donc j'ai fait d'autres choses. Et c'est que plus tard que je me suis dit, mais en fait, si, c'est vraiment des métiers qui existent. Il n'y a pas de raison que je puisse pas, enfin, que je puisse pas revenir à ça. Donc c'est revenu, mais beaucoup plus tard. Mais j'avais déjà une pratique depuis des années, ouais, comme quand j'étais ado et enfant. Mais enfant, voilà, j'ai fait un stage. C'est le truc qui m'a. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes d'études de lettres à potière maintenant? Eh ben, j'étais remplaçante dans un collège à Mazamet, juste Ok. après mes études de lettres. Donc Et tu as un diplôme de... T'as j'ai un un diplôme... master de lettres. T'as un master de lettres, ok.
Ouais, c'est un master pro métier de l'écriture. Ok. Parce que c'est les deux trucs qui m'intéressent, c'est la poterie et l'écriture. Et du coup, j'étais remplaçante. Je sortais tout juste de mes études, j'étais pas formée, mais bon. Et dans le train, qui prenait le train avec moi, il y avait un collègue sur la ligne de train qui était remplaçant lui aussi prof d'allemand. Et en fait, il se trouve que sa conjointe, elle est céramiste. Elle avait un atelier à Géroussens dans le Tarn. Et en fait, en discutant avec lui, il y a un moment, je me dis, en fait, ça me revenait et j'arrivais pas à me défaire de ça. Et c'est comme ça que ça m'est revenu. En fait, je me dis, ah, mais oui, mais céramiste et tout. Puis, je sais pas, tous les vieux souvenirs me sont revenus. Et c'est là que je me suis dit, bah, c'était cool d'avoir fait lettres. Mais je crois que, enfin, comme je voulais pas spécialement être prof, voilà, c'était quelque chose qu'il fallait faire pour bosser. Et puis, voilà, mais c'était pas mon métier. Je voyais les autres profs, ils étaient à fond, ils étaient passionnés. Je me disais, ouais, ça, c'est des profs. Moi, ouais, moi j'aime bien lire, mais voilà, bref. Donc du coup, j'ai pas, voilà, c'est le fait qu'il me reparle de ça et qu'on en discute quand on était dans le train, ça m'est revenu. J'y ai beaucoup pensé et il se trouve que la première personne chez qui j'ai fait un stage après, dans le but de faire une formation, qui s'appelle Mathieu Etema, il est à Gérossens et c'est un copain de ce mec-là, de ce type qui était remplaçant d'allemand. Et il a repris l'atelier qu'avait sa compagne à ce moment-là. Donc c'était un peu rigolo, quoi. Ça s'est trouvé comme ça. Et donc, ça veut dire qu'après, t'as suivi, t'as fait un CAP tournage? Alors j'ai passé un CAP tournage, mais en candidat libre. En fait, j'ai fait une formation avec Imara à Revel, qui est une formation pour adultes. Et c'était court en fait, c'était quand même court. J'ai fait avec ce que j'ai pu, qui était, enfin c'était, comment dire, c'est la région qui m'a permis de faire cette formation, etc. Donc j'étais très contente. Mais voilà, c'était une formation qui était courte et heureusement j'ai passé mon temps d'apprentissage, enfin de stage plutôt, chez un potier, un tourneur qui est dans l'Aude, pas très loin de là où j'habite maintenant du coup, et qui est un tourneur à l'ancienne quoi, un tourneur à la pièce. Et qui faisait des séries et des séries et des poteries de jardin, etc. Donc j'ai appris des mouvements vraiment, voilà, enfin qui m'ont permis d'avoir le CAP en candidat libre comme ça, quoi. Et ça, c'était combien de temps après ton diplôme en lettres? Ben écoute, le diplôme de lettres, je l'ai eu en 2014 et le CAP en 2019. Et entre-temps, j'ai fait des remplacements. J'ai fait des Mhm. remplacements et encore pas tous les ans parce il y avait pas toujours des postes, mais voilà, j'ai fait un peu de remplacement. Ok. Donc, depuis 2019, t'es potière pro, quoi. Depuis 2019, bah, sachant qu'après il y a eu Covid, quoi. Ah oui, c'est vrai. On a Donc, tendance à l'oublier. ouais. Donc, en fait, j'ai eu le CAP en juin 2019 et j'ai commencé à bosser comme tourneuse. Autant te dire que j'étais qualifiée juste, quoi, chez Oyas Environnement, qui est dans l'Hérault, les Oyas, là. Et donc, du coup, voilà. Et et heureusement, en fait, ils m'ont prise. Bon, j'étais pas assez qualifiée encore à ce moment-là, mais ils m'ont permis de bosser et de m'entraîner à faire de la série. Et puis, je suis payée à la pièce. Donc, en fait, tant que moi, j'ai l'envie et que je m'accroche, eh ben, si je veux, je peux revenir. Et heureusement, ils m'ont fait confiance pour ça, quoi. Et j'ai pu bosser. Et c'est comme ça que j'ai continué voilà, à installer un peu Mhm. mes compétences, quoi. Et franchement, ça m'a servi. Au niveau tournage, ça m'a carrément servi, quoi. Ah oui, t'as pas monté ta boîte tout de suite après ton CAP, quoi. Bah, en fait, du coup, comme j'étais prestataire chez eux, il a fallu que je monte une auto-entreprise assez vite, bah, pour avoir un statut, quoi. Ok. Donc je l'ai fait tout de suite. Et puis, bah, en 2019, j'ai commencé, je crois que mon premier statut était de décembre 2019. Et en mars 2020, on était confinés. Donc, bah, j'ai pas tourné. C'était un peu bon. Et donc, pendant un moment, bah, à ce moment-là, j'habitais à Toulouse et on était dans un appartement qui permettait pas du tout d'avoir pas un tour et encore moins un four. Donc bon, bah, j'ai fait comme j'ai pu avec ce que j'avais. Et au final, bah, enfin, c'est passé quoi. Nous, on a déménagé juste après à Carcassonne et on était censé déménager en avril, mais on a dû attendre d'avoir l'autorisation de déménager.
Et là, je suis dans une maison où mon atelier, c'est un garage, en fait, c'est le garage de la maison. Donc, un petit atelier. C'est un petit atelier. Et alors aujourd'hui, toi, tu t'identifies comment? Alors, tu te dis potière, tu te dis céramiste. Alors, pour l'instant, je dis potière Mhm. parce que déjà, c'est ce qui parle le mieux. Les seules fois où j'ai dit céramiste, j'ai pas une très grosse confiance en ce que je fais déjà. Donc, parce que je sais que c'est un chemin, que c'est le début voilà, de ma démarche, etc. Que je sais où je veux aller, je sais où je suis. Donc, enfin, c'est pas que j'assume pas le terme de céramiste, mais je suis céramiste, j'ai l'impression de raconter des histoires, alors que bon, enfin, toujours est-il que du coup, j'aime autant dire potière, et en plus, céramiste, à chaque fois, on me dit, ah, mais vous faites des carreaux? Non, je fais pas des carreaux. Je suis pas mosaïste, c'est ça, vous confondez avec mosaïste. Non, mais du coup, je dis potière et c'est comme ça, on voit tout de suite ce que c'est. Et sculpteur, je dis pas sculpteur, mais parce que pour l'instant, le modelage reste. Je suis encore en train de le retravailler. J'aimerais bien, pareil, je sais où j'en suis dans mon parcours et il y a des choses que je veux expérimenter, que je veux travailler avant de commencer à voilà à vendre des pièces avec du modelage avec voilà, des pièces modelées, des pièces sculptées. C'est pas que j'y suis pas encore parce qu'il y a des choses que je pourrais faire. J'ai pas encore ouvert, disons, j'ai pas encore ouvert publiquement cette porte-là parce que déjà parce qu'il y a beaucoup de travail déjà de base. Et puis je voudrais avoir quelques pièces déjà pour voilà d'installer, de fait, je sais où je vais avant d'ouvrir cette porte-là. Donc pour l'instant je dis potière ou céramiste, mais potière ça va bien. Ah, Ça ok. ça correspond bien à mon travail. En plus, je fais beaucoup de contenants, donc Il y a pas mal de jeunes céramistes, jeunes potiers, potières installés qui ont pas un souci, mais en tout cas qui se questionnent beaucoup sur leur légitimité. Toi, ça te oui, fait ça aussi? oui, oui, honnêtement, oui. Quand tu as une formation courte, déjà, tu fais de la reconversion et tu sais que en plus, potier, c'est un métier qui est beaucoup rêvé, beaucoup fantasmé. Donc, tu fais de la reconversion, pas envie de me justifier sur le fait que je connais ce de métier depuis que je suis petite, etc. Moi, voilà, j'arrive d'un autre milieu, je fais de la reconversion et j'ai fait une formation courte. J'ai tendance à pas arriver, enfin, j'ai pas envie d'arriver en me disant, moi, de toute façon, le métier, je le connais, c'est bon, je suis installée, etc. J'ai quand même une légitimité qui, disons, est encore à acquérir pour moi. Par exemple, j'ai été formée comme tourneuse, et comme tourneuse, je commence à me débrouiller, mais je suis pas, par exemple, pour les maillages, etc., je suis encore hyper apprentie, je suis beaucoup en demande de connaissances, etc. Donc ouais, je sais que je suis très loin d'être complète, et puis bon, tous les artisans ont dit faut 10 ans pour être un bon artisan, et j'en suis pas à 10 ans. J'en suis à 4 ans avec coupure. Donc, donc moi, je considère que je suis au début d'un métier et que c'est normal aussi d'avoir un petit manque de légitimité parce que ça vient avec le fait que tu es encore en fait en apprentissage de ton métier et que j'aurais plus tendance à me méfier de quelqu'un qui vient d'arriver, qui a un an de pratique et qui c'est ce qui fait qu'il est installé, que quelqu'un qui me dit bah, ça fait que 4 5 ans et je n'ai pas encore trouvé toutes mes marques. Je trouve ça normal. Enfin, pour tous les métiers artisanaux, je trouve ça à peu près pas que artisanaux d'ailleurs. Quand j'étais prof, c'était pareil. Je vois bien les profs qui ont 4 ans de métier, ils se sentent pas aussi légitimes devant les élèves, par exemple, ou devant leur hiérarchie, que des profs qui ont 15 ans de métier et qui savent, qui connaissent les ficelles, quoi. Mais tu restes confiante là-dessus. Tu sais qu'un jour, tu arriveras à dépasser tout ça par la pratique. Tu ne Bah, doutes pas. oui. Bah, disons que je doute pas de ma capacité à être têtue. Donc, si je sais qu'il y a un truc que j'ai en tête, il va falloir que j'aille au bout de ça. Je sais pas si je sais pas de quoi le monde sera fait et je sais pas si je vais faire 30 ans, 40 ans comme potière, fond de fond, enfin voilà, qui fait que ça, etc. Je sais pas si je vais pas bifurquer plus sur la sculpture au bout d'un moment parce que j'aurais été au bout de ce que je voulais au départ, mais je sais que j'ai un truc qui est là et que pour l'instant il n'est pas là, donc il n'est pas dans mes mains. Donc oui, parce que c'est si on fait de l'audio, c'est bien quand même que je le dise. Il est dans ma tête, mais il n'est pas encore dans mes mains. Et donc oui, je vais être obligée d'aller au bout de ça, quoi. Pas du tout de syndrome de l'imposteur pour toi alors. Bah si, si, mais si tu veux, j'ai l'habitude. Enfin, je trouve ça normal en fait. Oui, ça drôle de l'imposteur, mais enfin pour tout, je l'ai donc. Mhm. Enfin,
c'est pas spécialement dans ce métier où je me dis, oh là là, c'est pas mon métier. Enfin, de toute Mhm. façon, j'étais prof, j'étais imposteur, je suis potière, non, je peux pas dire que je suis imposteur. Je sais que quand, par exemple, quand je fais de la prestation en tournage, je sais ce que je viens faire, je sais ce que j'annonce aux gens, donc il n'y a pas il y a pas d'imposture parce que je dis pas que je suis plus que ce que je suis. Par contre, là, par exemple, le marché, moi, je vais être avec plein d'autres potiers, etc. Je suis dans un état de stress. Je suis liquide à chaque fois, me disant, oh là là, pas du tout à la hauteur. Non, tout va bien se passer. Mais oui, de toute façon, ils sont gentils, les gens. Au Bah pire, oui. il vaut mieux. Qu'est-ce qui va se passer? C'est nul ce que tu fais. Bah, comme ça. Mais monsieur, là, il a acheté une tasse, j'ai trouvé que c'était bien. Bah voilà. Bon alors justement ta production, est-ce que tu peux décrire ce que tu fais? Je produis en grès, en haute température, en grès exclusivement, puisque j'aurais pu essayer de la porcelaine, mais pour l'instant, non, le grès me va bien. J'utilise un grès de Saint-Amand en puisé et un grès noir au manganèse parce que j'ai un peu deux productions. J'ai une production purement utilitaire, assez simple en fait. Les décors sont simples, les émaux sont très simples parce que, encore une fois, c'est pas quelque chose que j'ai encore beaucoup exploré. Je suis en plein dans le début de mes tests, etc. Donc, pour l'instant, c'est très simple. Et une production qui intègre des matières brutes que je récupère. Alors, il y a eu beaucoup de bois que j'ai récupéré dans les Landes ou en montagne. J'ai un peu de cuivre que j'aimerais utiliser, des anciens tuyaux en cuivre qui ont été récupérés par mon compagnon qui est menuisier et qui fait beaucoup de récup. Donc, ça, c'est bien pour ça. Il y a des fois des matériaux que je récupère, des boulons, des machins. Voilà, j'ai récupéré du rotin, des belles anciennes ficelles, des trucs comme ça. Et donc, mon but, c'est de réussir à les intégrer et à faire des pièces qui sont un peu plus, disons, qui sont un peu vivantes parce qu'elles intègrent d'autres matières, quoi. J'aime bien le fait que la céramique et une autre matière se répondent que la céramique, disons, qui est le matériau flexible au départ, même si après, du coup, on le durcit, il bouge plus, s'adapte au matériau qui est vivant, en l'occurrence pour le bois ou pour le rotin. Est-ce que ça rentre un peu dans une thématique autour du recyclage, de l'écologie, que tu essayes d'aborder aussi à travers ta production? Oui, l'idée, c'est d'avoir une approche qui est un peu vivante, simple. Disons qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est le réemploi, le recyclage, pas dans le sens de recréer du déchet qui va être composté, recyclé, mais dans le sens où il n'y a rien qui se perd et que quand on marche dans la nature, il y a des choses qu'on voit qui sont belles, il y a des choses qui sont vivantes, il y a des choses qui sont plus vivantes, mais qui peuvent quand même être réintégrées, récupérées, retrouvées. Et une des choses que j'aimais dans cette idée, c'était de retrouver les paysages, les lieux qu'on a aimés. C'est-à-dire que là, par exemple, j'intègre dans certaines poteries du sable des Landes parce que mon compagnon il est landais, que le sable, je peux l'intégrer dans une engobe sous émail pour avoir ce côté sableux et rappeler ces endroits où on s'est baladé pieds nus sur les plages en hiver, parce que je préfère en plus les plages en hiver, c'est plus sympa. Et puis voilà, enfin, c'est des choses comme ça, c'est essayer de reconvoquer des souvenirs avec des éléments, juste des éléments, et pas aller très très loin forcément dans la suggestion, mais juste ramener ces éléments-là qui pourraient être vus comme du déchet et juste voilà, les réintégrer à des pièces. Donc j'ai fait des vases, des coupes, j'ai fait je referai ça, je crois, un pot avec un tricot. C'est-à-dire que la fin du pot il était tricoté. Et ça, j'aime bien, c'est la maison, quoi. C'est le confort, c'est maman qui tricote un pull. Enfin, je sais pas, c'est chouette. Ce genre de choses, j'aime bien, en fait. C'est les choses qui évoquent des souvenirs. À part des thématiques comme ça autour des souvenirs, de la sobriété, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent t'inspirer? Des choses que tu peux voir à travers tes lectures, de ce que tu regardes, ce que tu vis, les expériences que tu peux faire? Alors oui, forcément. Après, comme je disais, tu vois, moi, j'ai fait une formation aussi en écriture.
Et je sais pas si ces deux mondes s'interpénètrent complètement, parce que pour ça, j'ai une formation qui est un peu, et puis même des influences qui sont un peu, presque un peu classiques, en fait. Et en fait, j'ai l'impression que des fois, ça se rencontre pas forcément avec la céramique, qui elle est plus vivante, plus brute et plus sur la réaction que dans une espèce de théorie un peu classique. Quand même, quand on fabrique et qu'on a, parce que j'ai un peu des engagements, en tout cas publiquement, en politique, sociaux et écologiques. Enfin, en tout cas, disons que j'assume complètement, même dans ce que je fais, mes convictions et que je considère que quand on achète à quelqu'un qui est artisan, enfin, j'ai pas envie d'effacer complètement mes convictions sous prétexte que je vends quelque chose à quelqu'un. Donc forcément, il y a un moment où j'ai envie que ça se ressente aussi dans ce que je fais. Donc tout ce qui va être extérieur, toutes les influences de l'actualité, etc., j'ai envie qu'elles reviennent. J'ai envie qu'elles soient intégrées. Et à terme, je pense que je vais essayer de l'intégrer plus dans mon chemin. Après, culturellement, par exemple, dans les influences des autres potiers, d'autres céramistes, je saurais même pas dire en fait si je les intègre ou pas. Pas consciemment. Pas consciemment, mais bon, on est tous influencés par des artistes ou des artisans, enfin, des gens qu'on admire, quoi. Et Mhm. dont on regarde, on s'abreuve de leur travail, on se dit, ah oui, c'est ça. Mais je sais pas si je les intègre, enfin, pas consciemment en tout cas. Mais en tout cas, Mais la littérature est présente quand même dans ton boulot. oui, mais alors je dirais que la littérature, pardon, est plus présente dans la partie sculptée. Parce que en littérature, par exemple, j'adore Romain Gary. J'ai un tatouage sur le bras. On me reconnaît à ça sur les photos, des fois. C'est mon tatouage. Et Ok. ça vient des racines du ciel de Romain Gary. Et en fait, toutes ces histoires très humaines, enfin, ce qui m'intéresse, c'est l'humain, un peu comment dire, à fleur de peau, quoi. Enfin, vraiment au corps à corps. La question du corps m'intéresse énormément. La question justement de ce qui fait l'identité de quelqu'un au-delà de son corps, de ce genre de choses, ça m'intéresse beaucoup. Et forcément, c'est là où je prends beaucoup de plaisir dans le modelage, dans la sculpture, parce que c'est intéressant d'aller chercher dans la matière à retrouver. Tu sais, quand on voit des sculptures, on voit qu'il y a une étincelle d'âme dans une sculpture, dans un regard, même chez les animaux, on voit sculpter, on voit des fois un regard, une expression, une intention. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça, là où il y aurait un rapport avec la littérature, parce que c'est aussi ça que je recherche et que j'aime bien lire, en fait. Dans l'utilitaire, pas tellement. Dans l'utilitaire, pas tellement, et dans les produits finis avec la matière brute, qui sont pour l'instant des pièces décoratives, utilitaires ou décoratives, avec des intégrations, ce sera plus le geste, l'intention qui va refléter ça que la pièce en elle-même, je pense. On en revient à des choses un peu plus concrètes. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire ton atelier garage? Alors, mon atelier garage, je pense qu'il doit y avoir 14 mètres carrés, peut-être, quelque chose comme ça. Donc c'est un garage, donc c'est un peu en long, tu vois. J'ai un four électrique qui fait 110 litres, 130 litres. Gauche, qui est un four jaune, four électrique. Et j'ai un tour à droite, donc autant te dire que quand il y a cuisson, il n'y a pas tournage. Parce que là, et j'ai la chance d'avoir un atelier en fait, le propriétaire de la maison a pensé à faire un atelier enfin, un lieu qui pourrait servir d'atelier ou de lieu de stockage ou de réception, enfin bref. Donc du coup, il y a des fenêtres de part et d'autre. Et ça me permet d'avoir un lieu qui est aéré, où l'air circule, etc. Ça, c'est vraiment appréciable. C'est aussi un atelier qui n'est pas isolé et qui donc en hiver n'est pas mon meilleur ami et qui donne directement sur une cour d'école. Donc j'ai une cour d'école primaire juste en bas. Alors des fois c'est rigolo, vraiment des fois c'est très rigolo. C'est mignon, on entend toutes les conversations. Je sais plus, mais j'avais eu un fou rire parce il y avait des gamins un copain qui défendait son copain en fait, un petit garçon qui défendait son copain parce que les autres avaient dit quelque chose sur lui et il dit non, c'est pas vrai, il est pas méchant, il est moche mais il est pas méchant.
Ils sont pas possibles. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où quand ils prennent la récréation, je prends ma récréation aussi parce que Ouais, sinon c'est bruyant. intense, quoi. Mm. Voilà, c'est une grosse école en plus. Mais non, c'est rigolo, c'est sympa. Après, voilà, du coup, je fais mes cuissons la nuit pour pas gêner les enfants en dessous, etc. Et j'ai aussi la chance d'avoir un compagnon donc, qui est menuisier et qui m'a fait des meubles, qui m'a fait une table pour le battage, les assemblages, etc. J'ai des étagères au mur pour stocker. Donc, en fait, c'est un petit espace, mais qui est quand même fonctionnel, vraiment fonctionnel. J'ai une petite étagère pour stocker mon matériel d'émaillage. J'ai 2 plaques de plâtre pour faire mon recyclage de terre. Enfin, vraiment, je vais vraiment pas à me plaindre, quoi. C'est un petit atelier fonctionnel. Pour la production que j'ai, elle est très bien. Elle est très bien. Et c'est quoi l'ambiance sonore à part les cris d'enfants de la récréation? L'ambiance sonore, ben, ça dépend. Soit je mets de la musique, soit je mets des podcasts. Et ça peut être affaires sensibles, comme ça peut être. J'ai écouté un podcast hyper bien. C'était sur France Inter aussi. C'est Les Naufragés. Les pieds sur terre, beaucoup. Et après, ça peut être, je regarde, des fois, quand j'ai du tournage à faire et que j'ai des séries à faire, je regarde des séries. Ça m'arrive de regarder des séries, voilà, je l'avoue. Mais bon, quand je sais que je vais faire des séries de pièces que je connais déjà, bon. Mm. Ok. Après, je peux pas faire trop des trucs un peu techniques et suivre une série en même temps, ça c'est pas possible. Et comment est-ce que tu organises ton temps de travail sur une année complète, sachant que l'été, tu vas avoir plus de marché, peut-être que l'hiver, tu es plus à l'atelier? Ça, c'est un peu là où mon activité pêche, c'est que bon, je suis donc à mes premières années et enfin, pour être direct, j'ai pas un sou d'avance. Donc il faut que je bosse, il faut que je fasse des prestations le plus possible pour pouvoir me permettre d'avoir une production personnelle. Le problème, c'est que du coup, l'équilibre entre prestation et production personnelle, des fois, enfin, il est tellement justement, il n'est pas équilibré, quoi. Enfin, il y a tellement peu d'équilibre que je me retrouve avec beaucoup de prestations, peu de temps pour fabriquer. Et comme j'ai peu de temps pour fabriquer, j'ai aussi peu de temps pour expérimenter, peu de temps pour faire avancer ma production. Et j'ai peu de stock. Et donc, j'arrive pas à décoller suffisamment avec ma production perso pour alléger mes prestations. Donc ça, c'est un peu le truc qui fait que même si je vis de mon travail, je vis beaucoup plus pour l'instant des prestations auprès d'autres qu'avec ma production perso. Mais bon, au fur et à mesure, je gagne du terrain et je pense faut se faire à l'idée que c'est un parcours qui est un peu long quand voilà, quand on arrive avec rien et qu'on acquiert au fur et à mesure. Après, pour l'année, disons que je prévois, je suis pas encore j'ai pas encore complètement calé mes saisons parce que l'atelier est pas praticable en hiver, est très peu praticable en hiver, disons. Il me permet pas de faire énormément de stock en hiver pour avoir de quoi bosser en été en étant en roulant. Voilà. Donc pour l'instant j'ai un petit peu d'avance, mais une avance qui est courte quand même par rapport aux dates que j'ai, etc. Et c'est aussi ce qui fait que je ne me suis pas permise, par exemple, de prendre plusieurs marchés cet été, parce que pour l'instant, les saisons ne me permettent pas ça. Donc là, pour l'instant, bah, c'est quelque chose, disons, j'aimerais, moi, me faire du stock de dégourdis d'avance au fur et à mesure de l'hiver. Et même si je dois faire une interruption un peu en janvier-février, pour pouvoir me permettre voilà, d'être un peu plus à l'aise l'année prochaine, quoi. Et c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Par contre, annualisé, j'ai mes prestations. Je travaille avec le musée Saint-Raymond, musée d'archéologie, un musée des antiquités à Toulouse. Et je fais des interventions auprès des scolaires. Donc j'ai maternelle, primaire, potentiellement collège un peu l'année prochaine. On fait des ateliers de modelage en rapport avec les visites qu'ils font dans le musée. Donc voilà, je prends des demi-classes, et il y en a une demi-classe qui fait une visite avec l'enseignant et après on échange. Et ça me permet aussi d'avoir, moi, des prestations sur d'autres plans quoi, que le tournage et qui soient annualisées. Enfin, en général, c'est de janvier à juin. Oui, parce C'est que un peu. pour ça, tu es salarié ou c'est aussi de la prestation?
C'est aussi de la prestation. C'est de la Ouais. prestation auprès de la mairie de Toulouse, en fait. Mm. Voilà. Donc, ils ont une enveloppe pour des prestataires qui sont auprès des musées. Il y a des tas de stages et compagnie. Et donc, avec ça, les écoles peuvent réserver, quand ils font des visites, ils peuvent réserver une visite avec atelier, avec quelqu'un qui fait l'atelier, et voilà, ils font ça. Ok. Et après, on me dit, bon, ben voilà, j'ai telle date. Et moi, sur l'année, je sais qu'entre janvier et juin, telle date, j'ai des ateliers. Et ça me permet aussi de, moi, caler mes autres dates de prestation, etc., en fonction de ça, parce que ça, je sais que c'est arrêté, quoi. Ouais, donc en fait, tu vis vraiment de la céramique, quoi. Tu as plusieurs sources de revenus, mais qui sont toujours en lien avec la céramique. Oui, là pour l'instant, vraiment, j'arrive à vivre avec ça. Je travaille en prestation de tournage avec Oyas Environnement, avec une potière qui, elle, fait beaucoup de décoration. Donc, il y a des fois où elle va pas avoir le temps de tourner certaines pièces, assez régulièrement avec elle. Et après, je fais des tout petits marchés, parfois, des marchés un peu locaux. J'en ai fait à Toulouse, oui, ou dans des petites villes ou des villages à côté. Et voilà, après, en boutique. Tu donnes pas de cours du tout? En fait, j'y ai déjà réfléchi, j'avais même un peu lancé le truc, mais je trouve que mon atelier, il n'est pas praticable. Pour accueillir des gens, je me rends compte que moi-même, j'ai un peu du mal à garder le truc en ordre, etc. Il faudrait, pour que ce soit praticable, vraiment, il faudrait que je nettoie tout le temps. Alors, s'il y a que moi qui l'utilise, et bon, bah, l'atelier, il n'est pas nickel, bon, tant pis. Mais si j'ai des gens qui viennent, faut que j'ai des choses comme sortie de secours ou quoi. Enfin, j'ai la Mhm. possibilité, mais enfin, je trouve pas. Je pense que ça me prendrait trop la tête vraiment. Il faudrait que je change plein de trucs dans un petit espace pour me permettre d'accueillir en fait deux personnes. Parce que je pense que quand quelqu'un fait un stage, pour l'avoir fait, c'est mieux d'être au moins deux. Parce qu'on apprend beaucoup plus en ayant non seulement quelqu'un qui nous enseigne, mais en plus quelqu'un avec qui on peut échanger. Toi, ça te fait quoi, machin. Et je pense que c'est mieux d'avoir deux personnes. Mais là, je peux pas avoir deux personnes, c'est trop petit, quoi. Ok. Donc, En tout cas, t'as pas de doute sur ta capacité à transmettre. ça dépend quoi. Pour faire des ateliers de découverte, non. Pour faire des ateliers tout au long de l'année, oui. Mais de toute façon, les ateliers tout au long de l'année ne seraient pas possibles parce que justement, comme je fais des prestations un peu tout le temps et que c'est en fonction des demandes, j'ai pas de régularité. J'ai pas, ouais, à part les dates avec les écoles, sinon il n'y a pas de raison, enfin, il y a pas de date prédéfinie à l'année, quoi. Donc je pourrais pas avoir des gens à l'année. Mais par contre, en stage d'initiation, ouais, ça, je pense que je pourrais le faire, oui, si, de découverte du tour, découverte un peu du modelage, etc. Si, puis ça me plairait en plus, je pense. Si j'avais le lieu qui me le permettait, ça me plairait de le faire. Les laisser en plus, leur donner les billes et puis les laisser avancer, juste être là pour les aiguiller un peu, mais sans les polluer. Je sais tellement à quel point c'est agréable quand on découvre et qu'on commence à peine à y toucher que ouais, je sais que ça me ferait plaisir de le faire, quoi. Ouais, c'est un côté politique aussi, je trouve, de pouvoir enseigner, transmettre de cette manière. Oui, bah oui, oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Ça, c'est un truc aussi que j'aimerais bien faire. Quand j'ai fait mes stages donc chez Mathieu à Géroussens, il m'avait dit quelque chose qui m'avait marqué. Il m'a dit quand moi j'ai commencé, il n'y a personne qui pouvait me prendre en stage et j'ai galéré pour trouver quelqu'un. Donc quand j'ai eu mon atelier, j'ai fait en sorte que quand on me demande si on pouvait venir tourner chez moi, je puisse dire oui, voilà, que j'ai toujours une place pour quelqu'un. Et en fait, je trouve que c'est hyper, comme engagement du quotidien, enfin, c'est hyper bien parce que effectivement, quand on débute, c'est surtout quand on n'a pas de quoi se payer des écoles qui ont déjà des trucs et tout. Enfin, c'est difficile de trouver une place chez quelqu'un parce que les potiers, ils ont pas des milliers de cents, ils peuvent pas prendre des apprentis tout le temps et de pouvoir dire, bah, ok, si tu veux faire un stage, tu viens et puis moi je t'enseigne. Je trouve ça hyper chouette, quoi. Puis il y a plein de gens ça offrirait aussi des possibilités à des gens qui se réinsèrent, qui cherchent un truc à faire. Enfin, il y a vraiment plein d'applications hyper intéressantes, quoi. Donc, ouais, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Mais pour l'instant, matériellement, c'est pas possible. Un de ces jours, peut-être. Oui, c'est le moment des tu préfères, le petit point tu préfères. Donc à chaque fois, je propose à des céramistes que j'interviewe bah, deux choix.
Mais tu Ah as pu oui, choisir. d'accord. Alors, toi, tu préfères recycler 15 kilos de terre dans ton atelier glacé l'hiver ou Mhm. alors tu préfères changer le jeu complet de tes résistances de four? Eh ben, écoute, je préfère. Disons que je préférerais. Là, comme ça m'attire plus de changer le jeu complet de mes résistances de four parce que je me dis, je l'ai jamais fait, ça a l'air fun, mais ça coûte très cher. Ça, c'est le problème. Alors que recycler de la terre en hiver, je l'ai fait, je sais que c'est pénible. Je sais que c'est pénible, mais je me dis, à partir du moment où je l'ai mise sur le carreau, même si elle met un mois à sécher, et pour moi, c'est fait. Mais on va dire quand même les résistances de four. Je me dis que si je suis allée jusqu'à avoir des résistances en main, autant aller jusqu'au bout et changer les résistances. Ça a l'air d'être rigolo, c'est du bricolage. Ouais, mais t'as l'air d'avoir un grand four, hein, donc des sacrées résistances aussi. Ouais. Il y a, attends, j'ai un, deux, trois, j'ai quatre faces. Enfin, j'ai le fond, les côtés et la sole. Ah oui, c'est un frontal. Oui, c'est un frontal. C'est un frontal que j'ai acheté à un potier qui est dans le Gard, très sympa d'ailleurs, qui ne faisait plus trop de production perso. Et du coup, il avait ce four qu'il n'utilisait plus. Pour augmenter un peu ta productivité, t'as jamais pensé à du coulage? Ouais, mais je suis pas. Alors, si, j'y ai pensé. Mais c'est bien de penser à des trucs, mais il faut savoir les faire. Et je me suis dit, si, des fois, j'aimerais bien en faire juste pour expérimenter. Mais je sais très bien que je vais faire des trucs moches et qui vont servir à rien. Mais c'est pas grave. Mais par contre, ça m'augmentera pas, je pense, ma productivité. Je pense pas. Après, en vrai, pour augmenter ma productivité, il faudrait qu'un jour, quand j'aurai de la place, j'ai une boudineuse. Parce que un des trucs qui me prend le plus de temps, c'est de préparer ma terre. Mais après, une fois que j'ai les boules et que je suis installée, je peux être vraiment rapide. Comme j'ai l'habitude de tourner à la pièce, franchement, moi je vois, même quand je travaille, quand je vois que je travaille chez d'autres potiers et je vois ce que j'arrive à faire chez eux et que je rentre chez moi et que je fais des trucs chez moi, mais qu'est-ce que c'est que cette productivité nulle? Alors que chez les autres, j'arrive à faire tellement de trucs. Ben non, la différence aussi, c'est que je passe pas juste une demi-heure le matin à préparer mes boules, quoi. Je passe beaucoup plus de temps. Bah ouais. Parce Ok. que t'as une boudineuse, toi? Non, j'ai pas de boudineuse. Moi, je tourne pas, hein. Mais même, ah oui, c'est vrai que sans tourner, t'as pas besoin. Mm. T'as pas besoin tellement d'une boudineuse, c'est vrai. Bah non, c'est ça, je recycle ma terre, tu vois, au fur et à mesure et ça va, quoi. J'ai pas besoin de trop Oui, non. utiliser. Justement, ta productivité, tu tournes combien de pièces en combien de temps? Ça dépend du lieu. Ok. Ça dépend du Chez moi, avec de la terre chamottée qui est un peu plus capricieuse, enfin capricieuse, elle est pas capricieuse, c'est juste que comme elle est chamottée, il y a plus de rupture dans la terre, donc voilà, elle peut aussi foirer plus facilement. Mais donc là, bah là par exemple, j'ai fait, je sais pas, tout à l'heure, j'ai fait une quinzaine de tasses fait en une heure, c'est pas Ok. énorme. Quand je bosse aux Zoyas sur des pièces que je connais et avec une faïence rouge qui se laisse faire, qui fait ce que tu veux là, je suis en moyenne à 320 petites Zoyas par jour. Ok. C'est comme ça qu'on se paye. Bah oui. Non, mais c'est surtout qu'en fait, les pièces, quand tu les connais et que les conditions sont bonnes, en fait, t'arrives sur place, c'est un atelier qui a, il y a quelqu'un qui est manœuvre, qui du coup qui s'occupe des tâches d'atelier et qui du coup te fait te prépare tes boules, enfin, prépare, voilà, des boules qui sont calibrées, etc. Ton chariot avec tes boules, ton chariot avec toutes tes planches, ton tour, machin, et tout ce que tu as à faire, c'est prendre une boule, la centrer, la monter, le machin. C'est beaucoup plus, tu as des journées qui sont beaucoup plus efficaces, et en plus avec une terre qui est vraiment adaptée à ça, que quand tu dois aller chercher ton truc, que tu as fait ton recyclage, que tu as attendu 4 heures de trop, et que du coup maintenant la terre fait, oh non, on ne peut plus me tourner, il faut tout recommencer. Non, non, c'est pas pareil. Là, j'ai foutu en l'air. En fait, j'ai refait des tasses parce que j'ai foutu en l'air toute une planche parce qu'elles avaient un petit peu trop séché et que tournasser les pieds, c'était plus possible. Ça y est, j'étais en train de Ouais. les casser les unes derrière les autres alors qu'elles étaient à ça d'être prêtes. Je dis, allez, c'est fini, on recycle, on recommence. Ça me prendra moins de temps à refaire qu'à essayer de tournasser ces trucs qui ont. Ok. Ah ouais, ça peut pas se récupérer ce genre de pièces. Tu peux pas foutre un linge humide dessus et puis attendre que ça se remodifie tranquillement. Bah, si t'as du temps, oui. Mais comme on a enfin, après, moi aussi, le truc, c'est aussi parfois des questions matérielles. Pour l'instant, les plastiques, bah, c'est les plastiques que je récupère. J'ai pas des plastiques top, top. Genre, je me suis fait des plastiques pour recouvrir avec avec un ancien rideau de douche, par exemple, tu vois. Bon.
C'est bien. En plus, je pense que c'est mes meilleurs plastiques, ceux-là. Mais sinon, je récupère des trucs et tout. Et en fait, tu te rends compte, la qualité est pas top. Il fait hyper sec. Et des fois, en fait, j'ai couvert des pièces. À ce moment-là, elles n'étaient pas encore trop sèches, mais juste comme elles vont se raffermir encore un peu plus dessous, c'est fini, en fait. Et là, pour les rattraper, si t'as pas un marché avec une date butoir, etc., oui, tu peux prendre le temps de les réhumidifier, machin, leur chanter des chansons. Mais, mais là, non, je dis, allez, hop, là, aussi qu'on refait, ça ira. Et Ouais. c'est là où le fait de savoir aussi tourner rapidement quand il y a besoin, ça s'avère utile parce que, C'est quoi ton rêve de céramiste aujourd'hui? disons, je pense pas que je pense que j'ai pas de rêve final. J'ai un peu des étapes. J'ai des trucs que j'aimerais pouvoir faire, trucs que j'aimerais réussir à faire, mais je fonctionne pas comme ça avec un truc au bout que je veux absolument faire. J'ai un projet à moyen terme, si on veut. J'ai des idées de choses que je veux faire et auxquelles je veux arriver, mais qui sont à moyen terme. Je trouve qu'en général, quand j'ai des projets à long terme, ils prennent pas vraiment en compte la réalité de la vie, de ce que c'est que de faire ce métier. Et même dans la vie, enfin, le monde, il n'arrête pas de changer et en fait, et les objectifs, ils n'arrêtent pas de changer. Et puis, et puis là, j'ai pas d'enfants, par exemple, mais si j'ai des enfants, est-ce que mes rêves vont être les mêmes? Est-ce que mes objectifs vont être les mêmes? Je sais pas. Donc, pour l'instant, disons que ce que j'aimerais, ce serait réussir à avoir un atelier qui me permette de faire un peu moins de prestations pour les autres déjà, et surtout d'aller plus loin dans les expérimentations avec du réemploi, avec des matières brutes, en fait. Aller plus loin dans ce truc que je recherche un peu de l'équilibre entre le brut et le doux, entre le vivant et le minéral, entre voilà, cette espèce de recherche un peu de déséquilibre qui fonctionne, qui fait les paysages qu'on connaît, qui fait, voilà, je trouve que c'est ça qui est un peu chouette dans le vivant. Et j'aimerais pouvoir aller plus loin là-dedans et expérimenter plus. C'est un objectif. Ah, et j'ai un objectif à moyen court terme maintenant, enfin pas court, mais il y a des années, quand je n'y connaissais encore rien, j'ai acheté un petit pot d'oxyde de cobalt. Parce que le cobalt, c'est magique, on en met, ça fait du bleu, waouh, c'est beau. Et pour l'instant, du coup, ça me permettait d'avoir assez vite quelque chose qui est joli et qui est sympa. Mais je ne veux plus jamais, du coup, je n'en achèterai plus jamais. Je l'ai acheté il y a des années, au tout début, et je ne veux plus jamais acheter du cobalt parce que je sais comment ça fonctionne, le cobalt. Je sais où est-ce qu'il est miné, je sais voilà, que ça entretient des guerres locales, de l'exploitation, etc. Donc, un de mes buts, c'est de travailler, de me former en émail pour pouvoir trouver ce que je recherche à faire et me débarrasser de ce truc, de me débarrasser de ce matériau parce que je considère que le fait qu'un bleu soit joli ne justifie pas d'acheter un minéral aussi au cœur voilà, d'enjeux politiques, économiques et sociaux, voilà, aussi catastrophiques, quoi. Je trouve que le bleu, on peut le faire avec d'autres choses. Quand on sait le faire, c'est bien. Et que sinon, ben, c'est pas grave, on se passera de bleu. On regardera le ciel et puis ce sera très bien. Pour une céramique sobre et raisonnée alors. Bah, disons, pour une céramique oui, bio, locale et de saison. Ben, disons, en tout cas, pour une céramique qui a conscience de ce qu'elle utilise. Je sais très bien que utiliser des fours électriques, c'est des matériaux, c'est de l'énergie. Je sais très bien que notre métier, il est pas, je suis pas maraîchère, je le sais parfaitement. Pour le coup, un minéral qui est autant au cœur d'énormes enjeux économico-politiques, et le traiter comme un simple pigment pratique, je trouve que ça me gêne. Ça me gêne de ne pas y penser et ça me gêne de me dire, sachant que moi, en plus, mes possibilités sont très ouvertes pour l'instant parce que j'apprends, ça me gêne de me dire, bon, bah, c'est pas grave parce que mon bleu, il est joli. Je me dis non, je suis au début, j'ai envie d'apprendre comment faire et je vais apprendre à me passer de ça parce que je sais ce que ça implique. Je pense qu'il y a que en se disant, bah, moi, ça me convient pas, donc je vais au bout de mon idée, disons, que les choses peuvent évoluer. Mais voilà, après, je sais très bien que c'est aussi le composant de beaucoup, beaucoup d'émaux et voilà, enfin, j'ai pas c'est pas du tout pour dire des autres qui font pas bien. C'est juste que moi, personnellement, dans ma pratique, je pense que je peux passer au-delà de ça et que par contre, enfin,
Je peux passer au-delà du fait de l'utiliser, mais je pourrais pas passer au-delà de ce à quoi je pense quand je l'utilise. À chaque fois que je l'utilise, je me dis, non, faut vraiment que j'arrête avec ce truc. Donc il y a un moment où je peux pas faire la sourde oreille à mes pensées. Donc voilà, ça c'est un objectif. Ça c'est un vrai objectif. Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.